Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je suis très heureux de vous revoir encore une fois à distance. Dans le cadre de cette séance, nous allons nous consacrer ensemble à une sorte de révision générale, une révision sommative de la boîte à merveille, une sorte de récapitulatif de l'œuvre. Il s'agit donc de votre premier module inscrit dans le cadre de la première année du baccalauréat, la boîte à merveille de un roman autobiographique de l'auteur, de l'écrivain marocain Ahmed Sfraoui, né à Fès et en 1915 et décédé à Rabat en 2004. On doit normalement commencer par la contextualisation générale. D'abord, l'auteur. Il s'agit bien de l'écrivain Ahmed Sfraoui. Date et lieu de naissance, Fès 1915. Je suis trompé, désolé. Date et lieu de décès, Rabat 2004. Ses œuvres, parmi ses œuvres, le chapelet d'ombre, le jardin des sortilèges, la maison de servitude. Passons à présent à voir la contextualisation de l'œuvre. Le titre, la boîte à merveille. Date d'écriture 1952. Date d'édition ou bien de publication 1954. Là, il faut faire la différence. Attention, il ne faut pas se tromper. Il faut distinguer entre la date d'écriture et la date de parution ou bien de publication ou bien d'édition. 1952-1954. Le genre, c'est un roman autobiographique. Comment on doit justifier? Parfois, on nous demande de justifier. L'auteur diffère du narrateur et du personnage principal. Oui, l'auteur est Ahmed Sfraoui. Le narrateur et le personnage principal, ou bien le protagoniste, bien sûr, c'est Sidi Mohamed. L'auteur est déjà le nom, bien sûr, le nom de l'auteur est inscrit sur la couverture, alors qu'à l'intérieur, il s'agit d'un enfant nommé Sidi Mohamed. Donc, il y a une différence entre les deux instances énonciatrices. Puis, l'emploi de la première personne du singulier, le je. Bien sûr, à ces deux justifications, on peut ajouter la rétrospection, puisque le roman autobiographique ou l'autobiographie d'une manière générale, c'est une sorte de rétrospection, c'est un récit rétrospectif. Le siècle, bien l'époque de l'écriture, le XXe siècle. Attention à ce siècle pour ne pas, bien sûr, à ne pas confondre avec les autres, bien sûr, le dernier jour d'un condamné. Alors, l'appartenance culturelle, bien parfois on vous pose la question, le genre de la littérature, c'est de la littérature maghrébine d'expression française, oui, puisqu'il touche le contexte maghrébin, le contexte marocain, mais via une langue et par une langue française. Bien sûr, cela est justifié par la présence de plusieurs mots du dialecte, Slo, Chouafa, Amsid. Tout simplement, c'est pour ancrer le récit dans un contexte socio-culturel maghrébin. Le contexte historique, où le Maroc pendant l'occupation française, ou bien le Maroc pendant la colonisation française, bien sûr, les premières années du XXe siècle. Alors, on va maintenant passer, bien sûr, à quelques éléments à retenir, quelques éléments, donc, bien sûr, à mettre dans la tête. Le point de vue, ce qu'on appelle la focalisation. Le point de vue est interne. Pourquoi? Puisque il y a l'utilisation du je. Donc la première personne
du singulier, une identité entre le narrateur d'une part et le lecteur d'autre part. Le narrateur vit lui aussi les événements. Alors, le registre de langue ou bien le niveau de langue, c'est le registre de langue courant, bien c'est la langue courante. Attention, il ne faut pas confondre entre le registre de langue et le registre littéraire, ce qu'on appelle autrement la tonalité. La ville du récit, le cadre général, le lieu général où se passe l'action, la ville de Fès, l'ancien Médina, en particulier la maison de la voyante. La description ethnographique, ça veut dire il se focalise sur la description des coutumes, des traditions, le mode vestimentaire, l'art culinaire des Marocains pendant une époque donnée. Bien sûr, la colonisation, donc quelques coutumes persistent jusqu'à nos jours. Et bien sûr, il s'agit d'une description dynamique parce qu'il est en action. Ce n'est pas une description statique, immobile, non. Il y a toujours les personnages sont en action, Isha, sa femme, pendant leur chemin vers le mausolée, par exemple. Les thèmes. Nombreux thèmes sont abordés dans l'œuvre, la famille, la solitude, le maraboutisme, la superstition, l'éducation, le conflit de génération, le voisinage, l'enseignement. Les déclencheurs du récit, mes chers élèves. Le récit commence par deux éléments. La nuit et le poids de la solitude. Deux éléments qui incitent l'auteur à commencer son écriture, à son œuvre. Alors, maintenant, bien sûr, il faut parler de l'énonciation. Ça veut dire qui assume l'énonciation dans le texte, qui parle dans le texte, le jeu adulte ou le jeu enfant. Commençons par le jeu adulte. Il intervient pour faire des commentaires, les commentaires de quelques événements qu'il avait vécus, ou bien le commentaire sur quelques personnages. Il emploie les temps du discours, à savoir le présent, le futur simple, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait et bien sûr le conditionnel. Son énoncé est donc ancré, attaché dans la situation d'énonciation fidèle à la situation dans laquelle il a été produit. Exemple, le soir, c'est l'ouverture, l'incipit. Le soir, quand tous dorment, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. À bien réfléchir, je n'aime pas les bains morts. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme. Là, mes chers élèves, le présent et le passé composé, bien sûr, il réfère au moment de l'énonciation qui égale le moment de l'écriture. Là, ce n'est pas un présent de narration, ce n'est pas un présent d'une vérité générale, mais c'est le présent de l'énonciation, le jeu adulte en train de commenter quelques expériences, quelques événements, quelques personnages en utilisant, bien sûr, les temps du discours. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit d'un énoncé ancré, fidèle à la situation d'énonciation et attaché au moment où il est en train d'écrire. Contrairement au jeu enfant. Le moment, c'est le moment de la narration, le moment bien sûr de l'histoire, lorsque l'enfant avait 6 ans. Il s'agit de Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans. Il assume la narration des événements vécus pendant qu'il avait 6 ans, pendant son enfance. Il emploie automatiquement les temps du récit. C'est pourquoi on dit que cet énoncé est coupé, détaché. Il ne correspond pas au moment
de l'énonciation, ça veut dire le moment où l'on parle, ou bien le moment où l'on écrit. Non, il correspond au moment de l'histoire. Revenons en arrière, un voyage dans le passé pour revenir à son enfance. Donc, puisque vous avez les temps de récit qui sont l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur et encore le conditionnel, on dit que c'est un énoncé coupé. Mes chers élèves, là il faut faire une distinction entre le discours rapporté que fait l'enfant, bien sûr, puisqu'il rapporte les événements soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte, soit d'une manière indirecte libre, ou parfois avec un discours narrativisé. Bien sûr, lorsqu'il rapporte le discours, d'une manière directe, il va utiliser les temps du discours. Mais c'est toujours l'enfant qui rapporte et c'est l'enfant qui raconte. Mais il a choisi un discours direct. Parfois, il passe vers le discours indirect le plus dominant. Et parfois, il chevauche vers, bien sûr, le discours indirect libre. Parfois, le discours narrativisé. Le frère nous parla de Ashura. Le frère nous parla. Il a dit beaucoup de choses. Exemple de, parce que je dirais 90% du texte de l'œuvre, ce n'est qu'un récit. Abdullah l'Épicier me raconta le passé simple, les exploits d'un roi magnifique qui vivait l'imparfait. Je retirais mes vêtements et je restais tout bête. Le passé simple, le temps de base du récit, bien sûr qui voisine avec les autres temps. Mes parents ne bougeaient pas, se transformaient peu à peu en personnages de cauchemar. Là, mes chers élèves, je passe à faire, bien sûr, un tableau qui va traiter, qui va décrire les personnages selon une répartition, bien sûr, par rapport à la maison centrale qui est Dar Chouafa. Le rez-de-chaussée, c'est Tante Kenza, Driss, L'Ouad et sa famille au premier étage. Deuxième étage, la famille du narrateur. Et bien sûr, la deuxième chambre, ou bien le deuxième étage est occupé par deux familles. La famille du narrateur Sidi Mohamed, bien sûr, sa maman Zubida et le père Abdeslam. Et la voisine Bziouia et son mari Allal, le jardinier. Vous avez quelques flèches. Par exemple, si vous voyez la flèche qui va de la famille de Sidi Mohamed, Zubida, vraiment il va vers la Laïcha, puisque c'est une amie intime, c'est une ancienne voisine. Donc, bien sûr, si vous voyez maintenant l'autre flèche qui va qui lie Abdul Qadir avec Moulay al-Arbi, on associé. Alors, là, il faut très très bien maîtriser ces relations. Alors, passons à présent à faire un petit portrait ou bien de quelques personnages. Plutôt le personnage principal, avant de passer aux personnages qui vont jouer donc l'action avec l'enfant. Donc, le portrait du personnage principal, bien sûr, c'est de Mohamed. Il est le fils de Lalla Zubida et de Ma'allim Abdeslam. Un enfant maladif et fragile, âgé de 6 ans. Seul, rêveur, passionné par sa boîte à merveille, il se distingue des autres bambins de l'école coranique par son monde invisible et fabuleux, un monde animé par les histoires d'Abdallah l'Épicier, un pays de lumière, de puissance fabuleuse, invisible, de princes, de princesses, au-delà des murailles, au-delà des mers, ni heureux, ni malheureux. Mais il était un enfant seul, un enfant qui ne savait pas que le jour naissait de la nuit. Il connaissait la peur, la souffrance, de la chair au contact de la baguette qu'on assied. On se réfère là au faqih, maître de l'école coranique. Il portait une chemise et une djellaba de tous les jours. Une djellaba grise d'un gris indéfinissable en relation avec le msid, constellé de taches d'encre et de rondes de graisse. Le jour de la fête, la grande joie de l'enfant,
il portera une chemise neuve et un gilet avec des soutages, ce qui va lui donner encore un sentiment de fierté, de distinction, d'orgueil même. Il va donc passer à cette démonstration et l'exhibition. Maintenant, on va faire donc le portrait ou bien les qualités de quelques défauts, bien sûr, de quelques personnages. Zoubida, une femme querelleuse. Rappelez-vous sa querelle avec Rahma, indiscrète, qui dévoile, qui divulgue les secrets, vantarde les démonstrations, les exhibitions que l'enfant n'aime pas, que l'enfant critique, mais aussi solidaire avec ses voisines, la disparition de Zineb, le malheur qui a frappé son ami. Ma'alem Abdeslam, quant à lui, un homme responsable, pieux, croyant, qui parlait peu et priait beaucoup. Il a fait preuve d'une grande responsabilité lorsqu'il a pris la décision d'aller voyager pour sauver sa famille de la ruine. Tante Kenza, la voyante, une femme respectée par crainte, tire sa notoriété, son prestige et son autorité de ses pratiques et de son rituel mensuel. Rappelez-vous que l'enfant avait jugé de compliqué. Zineb, cette fille avec qui Sidi Mohamed avait une relation conflictuelle, toujours les bagarres, les disputes, âgée de 7 ans, pisseuse incontinente, ce que l'enfant critique, ce que l'enfant admire, donc il se moquait d'elle. D'après Sidi Mohamed, elle était stupide, méprisable, criarde, tapageuse. Il avait un chat maladif, un chat noir, donc elle était stupide, qui ne savait pas jouer. Lalla Richa, mes chers élèves, est une femme au cœur généreux, d'après Zoubida. C'est une femme au cœur généreux, plus âgée que son amie Lalla Zoubida, plus large que haute. Il a fait preuve de sacrifice et d'abnégation au moment difficile qu'a connu son mari Moulay El-Arbi, durant son malheur, durant son conflit, durant ces moments je dirais le conflit, le différend avec D, avec son associé Abdelkader. Moulay El-Arbi, un babouchier ingrat envers sa femme, qui a sacrifié son mobilier et ses bijoux pour le soutenir pendant cette adversité. Et quand je parle de l'adversité, je parle du malheur et de la catastrophe qu'il avait frappé suite à son différend avec D toujours, suite à son conflit avec son associé Abdelkader. Et rappelez-vous, c'était au sujet d'une somme d'argent, 80 riels. Les métiers des personnages. Oui. Ma'alem Abdeslam, tisserand, le domaine d'activité, le tissu, bien la laine, mais puis provisoirement pendant 1 mois, il va travailler moissonneur dans les environs de Fès. Moulay El-Arbi, un babouchier qui travaille dans le cuir, bien sûr, il fabrique des babouches. Saad Rahman et Sidi Mohamed Ben Tahar, décédés dans l'œuvre. Les deux sont des coiffeurs. Rappelez-vous, c'est Abdelrahman et sa relation avec Moulay El-Arbi. Abdullah l'épicier, le conteur qui racontait des histoires. Driss le teigneux, l'apprenti de Ma'alem Abdeslam, il est atteint de la teigne, une maladie. Allal, le mari de Fatma Bziwiya, jardinier de son état. Salama, rappelez-vous, mes chers élèves, ce personnage, une femme géante, avec une moustache légère qui couvrait donc ses lèvres. Marieuse professionnelle, c'est elle qui avait arrangé le mariage de Moulay El-Arbi avec la fille du coiffeur, puisqu'il cherchait, Moulay El-Arbi, je parle de Moulay El-Arbi, puisqu'il cherchait un héritier. Et après, il va venir s'excuser, le chapitre 11.
le frère, maître de l'école coranique. Après avoir vu quelques éléments qui vont nous aider à comprendre l'œuvre d'une manière générale, on passe à présent à voir les événements principaux, bien les principaux événements de l'œuvre. Il faut d'abord mentionner, mes chers élèves, qu'il y a une répartition selon les saisons. L'hiver, chapitre 1, 2 et 3. Le chapitre 1. Bien sûr, comme dans la plupart des romans autobiographiques, le narrateur adulte prépare ses lecteurs pour voyager à travers le temps et revenir sur cette enfance. Bien sûr, avant de commencer le récit, le narrateur adulte fait une sorte de commentaire, un énoncé ancré qui correspond au moment de l'écriture de son texte 1952, et dans cette petite introduction, bien sûr, il va décrire sa solitude, une solitude écrasante, une solitude extrêmement pathétique qui lui cause des nuits d'insomnie, et bien sûr qui le distingue des autres, les riches et les pauvres, une solitude qui ne date pas d'hier comme il l'avait dit, mais c'est une solitude très ancienne et qui remonte aux années d'enfance lorsqu'il avait 6 ans. Juste après ce passage où l'adulte a fait ce retour en arrière sur son enfance, là il va changer de l'énonciation et maintenant on va assister au narrateur personnage, le narrateur enfant, et bien sûr avec un autre système énonciatif, avec un autre type d'énoncé, le récit, ou bien l'énoncé coupé. Nous habitions Dar Shouafa, marqué par l'imparfait. Nous, ça veut dire l'enfant et sa petite famille. Zoubida et le père, Abdeslam le tisserand. Bien sûr, il va commencer son récit par la description du rituel de la voyante. Tante Knza, un rituel démoniaque, compliqué, puisque la sorcière, la voyante, donc invitait les genoux, les démons noirs, qui l'aidaient à dévoiler l'avenir, comme il avait déjà mentionné. Bien sûr, ce rituel compliqué, ce rituel démoniaque, pour l'enfant était lié à un monde invisible. C'est ce qui un peu le plonge dans l'imagination, surtout avec la présence de ces pouvoirs invisibles. Dans le même passage, mes chers élèves, il passe à décrire, à énumérer les colocataires de la maison de la voyante. Commençons bien sûr par la principale locatrice, c'est Tante Knza qui occupe le rez-de-chaussée avec 2 pièces, puis le premier étage occupé par la famille de Rahma et son mari et leur fille bien sûr Zineb. Le mari bien sûr de Rahma, c'est un fabricant de charrues, donc Driss el-Ouad, fabricant de charrues. Puis le deuxième étage, bien sûr divisé en 2 chambres voisines, l'une occupée par la famille du narrateur et l'autre occupée par la famille de Fatma Bziouia et son mari Allal le jardinier. Bien sûr, avant de passer, mes chers élèves, au passage suivant, il ne manque pas de critiquer d'une manière indirecte le rituel de la voyante. Et là, des moments de trêve, des moments d'arrêt de travail. Que fait-elle donc? Que faisait-elle pendant ces moments d'arrêt de travail? Elle se consacrait à sa propre douleur. Il, bien sûr, comme il l'avait dit, la Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve
pour s'occuper de sa santé propre. Et bien sûr, elle s'est découvert des mots que sa science ne pouvait réduire. Il se moque d'une manière indirecte de ce rituel. Une science, ce n'est pas vraiment une vraie science, mais ce n'est qu'un rituel démoniaque. Juste après, il passe à faire son autoportrait. Il commence à décrire son statut moral. Bien sûr, c'est un enfant seul, rêveur, passionné par sa boîte à merveilles. Il n'était ni heureux ni malheureux. Il était un enfant seul. Il était sûr et certain qu'il était un enfant seul. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux. Mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence solitude au malheur. Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. Cela, je le savais. Il savait très très bien qu'il était un enfant seul. Par sa nature, il ne veut pas avoir d'amis. Il ne veut pas tisser d'amitié avec les autres bambins de l'école coranique. C'est là où il va faire une comparaison antithétique avec entre lui et les autres enfants. Lui, il aime un monde invisible. Le monde lui paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. Il a un penchant pour le rêve. Il désire le monde invisible, contrairement à ses camarades de l'école coranique, contrairement aux bambins de l'école coranique qui aiment jouer, qui aiment imiter, qui aiment grignoter les sucreries. Lui, il ne veut pas imiter, il ne veut rien imiter, mais il voulait connaître, il voulait rêver, il voulait explorer ce monde qui est bien sûr animé par deux personnages. Abdullah l'épicier, par ses récits fabuleux, donc par ses récits qui racontent les histoires des princes et des princesses, par ses récits qui racontent bien sûr les histoires des sorcières et de ces puissances invisibles, et aussi les histoires de son père, ce père qui joue le rôle d'un guide religieux. Bien sûr, lorsqu'il lui avait parlé du paradis. Attention, il ne faut pas se tuer, mon cher enfant. Il faut donc attendre de devenir adulte, mourir et renaître dans le fleuve Salsabil. Se tuer est un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors, juste après, bien sûr, il passe à décrire la scène du bain mort, l'enfer. Oui, déjà, c'était le père qui a fertilisé, qui a animé l'imagination de l'enfant en lui racontant des histoires sur le paradis et sur l'enfer. Là, c'est un lien, c'est un lieu plutôt, mes excuses, c'est un lieu en relation étroite avec le bain. Pourquoi? La température, la chaleur, le brouillard, les cris, ce sont des éléments qui font revenir l'enfant, bien sûr, à ce lieu de l'enfer, tel comme il a été donc décrit par le père. Là, c'est un lieu dégoûté par l'enfant, c'est un lieu où il se sentait isolé des autres malgré leur présence, c'est un lieu où il sent lourdement sa solitude, là où les personnages vont se métamorphoser, ils prendront bien sûr une autre forme, la forme des personnages de cauchemar. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est à ce niveau-là que nous avons vu le commentaire encore de l'adulte. Mais les considérations de l'adulte ne sont pas celles de l'enfant. Pourquoi? Parce que pour l'adulte, lorsqu'il réfléchit bien, il va conclure qu'il n'aime pas le bain mort. Pourquoi? D'une part, la promiscuité, l'espèce d'impudeur,
et le laisser aller, que les gens se croient obligés d'affecter de tels lieux, pour lui, ce sont des éléments défavorables, des inconvénients qui vont l'écarter, qui vont l'éloigner de ce lieu. Il a dit, je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Là, mes chers élèves, c'est bien sûr le commentaire de l'adulte qui va exprimer son dégoût vu les considérations religieuses déjà citées. Heureusement pour l'enfant, il n'accompagne pas sa mère. Pourquoi? Parce que il était bien sûr empoté et maladroit. Que va-t-il faire pendant les heures d'absence? Il va parfois courir dans le drp et bien sûr parfois il va vider simplement sa boîte à merveilles par terre. Il va commencer à contempler les objets de sa boîte auxquels bien sûr il accorde une valeur morale, une valeur abstraite que seul, bien sûr, que lui seul connaît. Donc ces objets pour lui, ce sont ses seuls amis, ce sont des objets qui le sauvent de sa solitude et de ses heures de chagrin. Il a dit, quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là, à chaque instant dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Il passe après à décrire la dispute de sa mère Zubida avec Rahma. Mais avant, mes chers élèves, il a mentionné rapidement l'un des défauts de sa mère. Il avait l'habitude de théâtraliser ce qui se passe au bain. Il avait l'habitude de faire une sorte de démonstration, ce que l'enfant n'acceptait pas. Oui, il a dit bien sûr que il n'aimait pas ces exhibitions. Il a dit que ma mère remportait auprès des voisines un gros succès. Je n'aimais pas beaucoup ces sortes d'exhibitions et des démonstrations. L'excès de gaieté de ma mère était pour moi lié à de fâcheuses conséquences. Le matin, débordant d'enthousiasme, il ne manquait jamais le soir de trouver quelques motifs de querelles, de disputes ou de pleurs. Ces disputes, bien sûr, auxquelles le mari, bien sûr, était habitué, vont faire l'objet du dernier passage du chapitre 1. Bien sûr, le père va rentrer, bien sûr, chez lui et, puisqu'il est habitué, il va annoncer à sa femme la question suivante. Avec qui tu t'es encore disputé? Mais avec la gueuse du premier étage. Le mari va prêter une oreille insensible, bien sûr, à ce qui se passe. Il est bien sûr habitué. Bien sûr, l'enfant ne va pas passer comme ça rapidement sur cet événement, mais il va raconter ses disputes et ses phases. Une violence verbale, des mots grossiers, des insultes, échangées bien sûr, mais surtout des insultes prononcées par Zobida, qui se croit distinguée des autres, qui se croit descendante du prophète, ce qui lui procure un sentiment d'orgueil, un sentiment de fierté par rapport à ses voisines, surtout Rahma, comme il l'avait dit, femme d'un fabricant de charrues. Cette dispute qui avait connu deux phases, pendant le jour et bien sûr la nuit, avec la présence des conjoints, la présence des hommes, va finir par un événement dramatique. C'est l'évanouissement du garçon suite à cette violence verbale, bien sûr, qui a caractérisé cette dispute. C'est la fin du chapitre 1. Chapitre 2. Rappelez-vous, mes chers élèves, c'est le jour du mardi. Il commence par ce fameux mardi. L'enfant redoute
énormément ce jour, consacré ordinairement à la récitation des versets coraniques, a pris bien sûr depuis le début. Quel malheur pour lui. Après, c'était la visite de Lalla Isha, un personnage que l'enfant n'appréciait pas, ou bien n'appréciait pas beaucoup. Il n'aimait pas qu'il l'embrassait. Il a fait d'elle un portrait caricatural. Les deux femmes se rendent après avec l'enfant au sanctuaire de Sidi Ali Boural. Bien sûr, suite au conseil de Lalla Isha, une conseillère qui a remarqué la pâleur de l'enfant, la fatigue de l'enfant. Rappelez-vous cette fatigue. Il avait des causes imaginées, proposées par la maman, les yeux des envieux, et les vraies causes. Peut-être c'était l'évanouissement, peut-être ce mardi, jour néfaste pour lui, peut-être les cauchemars qu'elle avait fait la nuit. Mais l'essentiel, le remède sera chez Sidi Ali Boural. D'après, bien sûr, les femmes. À l'intérieur de ce mausolée, l'enfant va commencer à décrire le rituel et les prières des femmes. Donc le thème à mettre dans la tête, c'est le maraboutisme, le fait de visiter les marabouts. Malheureusement, au lieu d'être guéri, l'enfant va se faire griffer par un chat. Donc cette griffure aura sur lui des conséquences heureuses. 2 jours et demi de repos à vivre comme un prince, loin du faqih et loin de sa baguette. Il l'a mentionné clairement. La perspective d'être loin du faqih et de sa baguette me rendit tout heureux. J'avais 2 jours et demi, bien sûr, à vivre comme un prince. Que va-t-il faire pendant ces 2 jours et demi? Rien. La description du cérémonial matinal, les salutations matinales, les salutations de chaque jour dans la maison. Ces discussions sont habituelles puisque l'enfant l'avait mentionné. Ils se connaissaient ils habitaient ensemble depuis 3 ans. Ils se dressaient les mêmes formules, les mêmes questions. Ils savaient même les mêmes réponses. Le profil de sa famille. L'origine et situation financière. Le cadeau offert par Rahma, l'ennemi de sa mère. Le chapitre 3. Le chapitre 3, bien sûr, le retour au Msid après 2 jours et demi de repos et la description des instants pénibles attendant de quitter l'école. Fatma Bziouia achète une lampe à pétrole et provoque encore l'admiration et la jalousie de Zubida qui se croit supérieure et distinguée des autres voisines et qui va après donc intelligemment demander à son mari de lui acheter une. Ce dernier se plie à son désir et le lendemain il lui envoie une avec son apprenti. La disparition de Zineb va couper l'euphorie, va couper la liesse de la maman. Oui, c'est un moment de pleurer un peu. Le jeudi suivant, bien sûr, Zineb a été trouvée. Le jeudi suivant, Rahma organise un repas pour les pauvres à l'occasion de la retrouvaille de Zineb. Donc, il va remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille. Alors, les chapitres 4, 5, 6, 7, le printemps. Alors, le chapitre 4. La visite de Sidi Mohammed et sa mère à Lalla Isha, les premiers jours du printemps, c'est le moment de sortir un peu. Suivi d'une description favorable de sa maison. C'était un nid d'ouilly à l'abri du vent. Cette métaphore, je me rappelle très très bien, c'était à la fin de la page. Du chapitre, la deuxième page du chapitre 4. Le papotage des 2 femmes suivi de la dispute des enfants des voisins qui jouaient à la mariée. L'arrivée inattendue de Moulay el-Harbi, il a annoncé la nouvelle qui a attristé les 2 femmes. Bien sûr, son problème avec son associé. Le lendemain, dans un récit enchâssé,
Le vendredi, c'était le vendredi, Zubida va raconter à son mari l'histoire de Moulay al-Harbi avec des détails minutieux. Il va rien oublier. Il a été trahi et escroqué par son associé Abdelkader. Puis, juste après, un deuxième récit enchâssé, c'est celui du père à propos d'Abdallah l'épicier. Chapitre 4, plutôt 5. 15 jours avant la fête. Alors là, on va commencer à se préparer à la fête. 15 jours avant la fête, le frère annonce les préparatifs à faire avant la fête pour bien célébrer dignement la Ashura Umsid. La sortie de la maman avec Risha. Pourquoi? Une autre péripétie de son problème. Il a tout vendu, ses bijoux et son mobilier. Pourquoi? Pour aider son mari. Toujours dans le cadre de ce problème. Le retour chez elle, il va commencer à divulguer le secret de son ami, mais soudainement, des cris vont envelopper la maison. C'était la mort d'un voisin. Sidi Mohamed Ben Tahar, l'enfant se lance dans la description de cet événement tragique qui va le toucher. Il va commencer à faire des délires et des hallucinations. Le père va intervenir. Ce guide religieux va intervenir par l'histoire du boutiquier qui avait l'habitude de suivre les cortèges pour calmer et soulager son enfant. Le chapitre va finir par la dispute de l'enfant avec Zineb, son ennemi, à cause de son chat qui lui avait volé sa chaînette. La chaînette offerte par sa mère. Le chapitre 6. 8 jours avant la fête, on s'approche l'avènement de la fête. 8 jours avant la fête, les élèves commencent le nettoyage du MCD, mais dans le bruit, les disputes, puis l'enfant, dans une fierté extrême, va être nommé chef des frotteurs. Il part avec sa mère par la suite à la Caesarea dans l'intention d'acheter des habits neufs. Et l'enfant se lance dans la description de ce long cérémonial de marchandage de sa mère. Chez elle, de retour, il va bien sûr raconter, donc présenter ses achats, et Rahma va faire un récit sur la mésaventure de Sirtman, marié à une très jeune fille, un récit comique entre parenthèses. Rappelez-vous ce qu'il avait acheté à son fils, un gilet rouge avec sous-taches, une cotonnade blanche, un tissu donc de couleur blanche pour lui confectionner une chemise. Et il avait acheté à sa voisine, Kenza, une satinette noire pour faire plaisir à ses jeans, ce roi Belhamra. Chapitre 7. Chapitre 7, bien sûr, 2 jours avant Ashura et le jour de la fête. Les préparatifs commencent dans une ambiance festive. L'enfant accompagne son père le lendemain au souk des jouets pour acheter ses jouets, puis chez Abdelrahman le barbier bavard que l'enfant n'aimait pas. C'était un moment ennuyeux et lent. La douche avant de dormir pour se préparer à célébrer la fête à 3 heures du matin. Célébration de la fête Omsid, description du rituel, les habitudes des Marocains à l'époque, malheureusement disparues aujourd'hui. L'emploi d'une image métaphorique pour décrire le frère et les élèves, seigneur et roi. Et enfin, la visite inattendue de Lalla Risha. Le dépit, la consternation, le chagrin, bien sûr, on va découvrir pourquoi. Vous le savez tous, bien sûr. L'été. Les 5 derniers chapitres. 8, 9, 10, 11 et 12. Et c'est là où on va faire, bien sûr, connaissance avec l'élément perturbateur de l'œuvre. Chapitre 8. Mes chers élèves, c'est la fin de la fête maintenant. Les premiers jours de l'été.
La maman est dérangée par l'invasion des insectes. Il mène une guerre atroce pour vraiment les exterminer. Mais malheureusement, les élèves déménagent leur site. Ce changement, la joie sur le frère, le visage du frère, donc ont changé un peu le tempérament de l'enfant qui a commencé à aimer l'enfant, qui a commencé à aimer le msid. Je me mis à aimer l'école. 2. Dylan, donc il passe à étudier, à apprendre 15 lignes. Sa mémoire a fait des miracles. La comparaison de l'enfant, puisque donc il va accompagner son père et sa mère au souk des bijoux. Mais avant, il a fait cette comparaison entre les bijoux et les fleurs. Puisqu'il ne connaissait que des fleurs, il ne connaissait que quelques bijoux que sa maman portait, et les voisines aussi. Mais malheureusement, cette comparaison est reçue et récompensée par une incompréhension de ses parents, ce qui a déclenché sa révolte et son désaccord. Il est allé très loin jusqu'à attaquer ses parents de stupidité, puisqu'ils n'avaient pas compris cette comparaison. Au souk des bijoux, l'achat des bracelets et querelles du père avec un courtier ou bien un dillel. Les délires donc et la fièvre de Sidi Mohammed inquiètent Zubida qui reproche à son mari d'être la cause puisqu'il l'avait accompagné au souk pendant ces jours de chaleur. Comme d'habitude, toujours la visite surprenante et soudaine de l'Aïcha qui va annoncer la catastrophe, la mauvaise nouvelle. Son mari, Moulay al-Arbi, avait épousé une seconde femme. Ce n'est que la fille du coiffeur. Une atmosphère de chagrin, de cris et de pleurs va dominer le lieu, ce qui va rendre l'enfant encore plus malade. Chapitre 9. Mes chers élèves, l'enfant, c'est une suite logique et chronologique. L'enfant, le lendemain, est toujours malade. Le père arrive plus tôt que son habitude. Pourquoi? Un malheur a frappé la maison. Il a perdu son capital. Le père qui avait l'habitude de revenir après la prière de l'Isha, aujourd'hui, il a renoncé à son habitude. Malheureusement, il a perdu son capital. Donc il a pris une décision de vendre les bracelets d'une part et de partir travailler comme moissonneur pendant un mois. C'est là où on parle de la responsabilité du père. Le départ du père, et là on peut parler de la présence et du rôle du père dans une famille. Il faut mettre l'accent sur les conséquences de ce départ, de cette absence, la détérioration, la solitude, la consternation, la vie double de l'enfant, et l'altération du mode de vie de Zubida et son enfant qui a commencé à ne plus se servir de cette théière. Donc il a cessé d'astiquer les vers. Et bien sûr, la visite encore de l'Aïcha qui va annoncer à Zubida leur intention d'aller voir un voyant, un frère, pour dévoiler ce qui va se passer. Chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 10. Le chapitre 10, mes chers élèves, c'est là où on va voir le personnage de Sidi al-Arafi. Le narrateur, sa mère, l'Aïcha, se rendent chez le frère Sidi al-Arafi, le voyant aveugle. Prémonition et prédiction du frère. Il va parler par des images et par des signes kabbalistiques, des métaphores qui ont, nonobstant, apaisé l'enfant et les visiteuses. La mère, après, décide de visiter les saints pour les attendrir sur son sort. Il va retenir l'enfant à la maison pendant un mois, pour 2 raisons. Il était malade et pour égayer sa solitude. La maman se sent seule. On va se préparer à la fin heureuse, la visite d'un émissaire, d'un messager de la part du Père. L'inquiétude cède la place à la joie. Le messager a balayé leurs craintes, le messager a balayé leurs souffrances, le messager a balayé leur inquiétude.
la joie va finir par la visite de Isha qui réserve une surprise à son ami. Chapitre 10. On va voir de quelle surprise s'agit-il. D'abord, mes chers élèves, il faut mentionner que l'action entière se passe chez l'Isha, le moment, toute la journée, un seul sujet de discussion, les problèmes de Moulay al-Harbi avec sa deuxième femme, et les personnages, bien sûr, vous avez l'Isha, Zoubida, Salama la marieuse et l'enfant. La visite du narrateur et sa mère l'Isha, chez l'Isha, désolé, Salama raconte ou présente Zoubida, Zhor, l'Isha, la cause de ce mariage avec la fille du coiffeur. Donc Moulay al-Harbi cherchait un enfant, un héritier. C'est là où on peut parler de la pensée masculine ou le souci des hommes qui cherchent un enfant, un garçon. Un petit incident coupe ce récit, la dispute de l'enfant avec l'une des voisines de l'Isha. Suite du récit et l'évolution de cette relation, le désaccord, les disputes quotidiennes entre Moulay al-Harbi et sa femme. Chapitre 12, où le titre, le Happy End. Le retour du père, annoncé dans un premier temps par Zineb, la joie et euphorie extrême partagée aussi par les voisins, visite et courtoisie de Driss qui va venir souhaiter le bon retour à son ami, l'annonce du divorce de Moulay al-Harbi, bien sûr c'est Driss al-Awad qui avait annoncé ce divorce, l'enfant recourt à sa boîte, lui aussi il avait ses amis, sans oublier que aussi il y a un happy end chez l'Isha. Le schéma narratif de la boîte à merveille. Bien sûr, vous avez la situation initiale, puis le narrateur personnage vit avec ses parents une vie paisible, calme. Cette phase, cette partie occupe une place importante dans le récit. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, c'est là où le narrateur raconte les événements qui ont marqué sa vie quotidienne et que traversent parfois d'autres événements dramatiques, mais qui n'avaient pas vraiment des répercussions, des conséquences majeures sur sa vie. L'élément perturbateur, c'est ce qui trouble cette félicité, cette joie, ce calme, c'était la ruine du père qui a perdu son capital dans la cohue du souk des Haïk, puisqu'il avait l'intention de se lancer dans la fabrication de ces draps, de ces tissus. Chapitre 9. Les péripéties, bien sûr, le voyage du père à la campagne, où il va exercer le travail de moissonneur afin de pouvoir amasser l'argent nécessaire pour rétablir son atelier et satisfaire les besoins de sa famille. Pendant son absence, l'enfant a été dispensé d'aller à l'école coranique à cause de, bien sûr, de sa maladie et de la tristesse de sa mère qui se rend au mausolée et qu'on commence à consulter les voyants. Le dénouement, c'est le retour du père qui va plonger la famille et la maison entière dans une joie, dans une félicité extrême. C'est le happy end, ou bien c'est la situation finale heureuse. Le retour de l'équilibre et du bonheur. Moulay al-Harbi lui aussi retourne chez sa femme après avoir divorcé la fille du coiffeur. L'enfant réouvre lui aussi sa boîte à merveille. Là, mes chers élèves, j'ai choisi quelques figures de style, bien sûr, l'anaphore, 2 exemples. Je vous ai choisi aussi la périphrase. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues? Du slou, farine grillée, toujours donc la virgule qui marque cette périphrase. La métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Ma mémoire était une cire fraîche. Mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage. La cage, donc la poitrine comparée à une cage. L'hyperbole des high glands d'une soie d'une éblouissante blancheur. Je sanglantais à fondre l'âme, impossible de fondre l'âme. Des siècles passèrent, ce ne sont pas des siècles, ce n'est qu'une heure. L'interrogation oratoire, ou bien ce qu'on appelle les fausses questions. L'oxymore,
nuit blanche, démon innocent, son dessus, dessous. Litot, phrase marquée par la présence de la négation et qui cache beaucoup de choses. La personnification, et la brouillard chantait timidement, notre vieux soufflé était fatigué. La mythonymie ou bien la synecdoque, des mains s'arrêtèrent un moment, j'attendais un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïks pour parler des deux femmes. Shrif a dit une grande tante, la tante pour parler de la maison. L'euphémisme, le jour où Sidi Mohamed Ben Tahar a quitté à jamais ses parents et ses amis, ça veut dire la mort, le décès, les accompagnés à leur dernière demeure pour parler de la tombe, et les antithèses, bien sûr, deux idées antithétiques, un cri de joie et un gémissement de douleur. Donc il fallait d'abord, pour renaître, il faut d'abord mourir et de patron devenir un simple salarié. Je vous souhaite, mes chers élèves, une bonne compréhension. C'était avec votre prof de français et votre école. Merci de votre attention et à très bientôt dans une autre vidéo.